Claudine, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Il y a eu une coupure. Oui, c'est pas grave. Allez-y, je vous en prie. Ok, je peux commencer là? Oui? Oui, allez-y. Mais merci. Alors, bonjour à tous. Voilà, je suis Claudine Le Tournadisant, je suis journaliste spécialiste en égyptologie. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter un historique un peu, enfin, pas seulement le grand musée égyptien, mais d'où vient ce grand musée égyptien qui a été créé il y a pas mal d'années. En fait, l'origine de ces collections, de ce musée, date d'un Français qui s'appelle Auguste Mariette et qui est arrivé en Égypte en 1850. Mariette, pour faire un peu sa petite bio très vite, était originaire de Boulogne-sur-Mer. En fait, il n'était pas du tout destiné à l'égyptologie. Il n'a pas fait d'études véritablement. Il était professeur, instituteur, et il s'est passionné d'Égypte quand au musée de Boulogne-sur-Mer est arrivé un sarcophage avec des textes. Il s'est mis à apprendre à écrire les hiéroglyphes tout seul dans sa petite chambre. Et puis, il a commencé à envoyer des textes au Louvre et c'est comme ça qu'il a fini par être opéré. Et il est parti finalement en mission pour le Louvre, donc en 1850. Et de 1850 à 1854, découvert en fait à Saqqara le Sérapéum de Memphis. Et il a découvert, il a à peu près 7000 objets de fouilles qu'il a fait passer et envoyé en France pour le Louvre. Et donc ensuite, il est revenu en Égypte et là, il a été pris d'affection en fait par le pacha de l'époque qui s'appelait Saïd Pacha. Et en 1857, Saïd Pacha est d'accord pour qu'il crée le service des antiquités. C'est-à-dire que Mariette a décidé que maintenant, il fallait peut-être arrêter de piller l'Égypte et qu'il faudrait peut-être mettre un petit peu d'ordre dans tout ce qui se passe parce qu'il y a beaucoup de fouilles sauvages, il y a beaucoup de temples qui n'ont pas été dégagés. Enfin voilà, c'est un peu anarchique au niveau des antiquités. Et donc, il propose de créer un service qui va mettre un peu d'ordre là-dedans et qui va s'occuper de mettre au jour. Alors voilà, l'Égypte de Mariette en 1858. On voit bien ici le temple de Dendera pour tous ceux qui connaissent l'Égypte et le temple de Dendera. Voilà, beaucoup de temples à l'époque de Mariette étaient encore ensablés comme ça. Et Mariette a fait un travail colossal pour désensabler, fouiller, restaurer beaucoup de bâtiments, mais aussi une des premières mesures draconiennes qu'il a prises avec le service des antiquités, c'était d'interdire la sortie d'Égypte de toute œuvre pharaonique. Donc on voit ici la vallée des rois, pour ceux qui connaissent, donc ça n'a plus rien à voir aujourd'hui. Les pyramides, évidemment, qui étaient en plein désert encore à l'époque de Mariette. Voilà. Alors, ce qui se passe en 1858, c'est-à-dire que Mariette a déjà beaucoup d'objets de fouilles, beaucoup d'objets qu'il a récoltés un peu partout en Égypte, et ces collections, il veut les préserver. Il veut absolument que ça serve à montrer le patrimoine égyptien, le patrimoine pharaonique, et éviter aussi que les pachas même de l'époque s'en servent pour faire des cadeaux à tout va, que les objets disparaissent, qu'ils soient détruits. Et donc, toujours avec l'accord de Saïd Pacha, donc il initie la création d'un musée. Et ce petit musée sera à l'extérieur du Caire, donc sur un petit port, et ça va s'appeler le musée de Boulak, parce qu'il est à Boulak. Et il est inauguré, comme vous voyez, le 16 octobre 1863 par le successeur de Saïd Pacha, qui est Ismaël Pacha. Donc, ce petit musée, Mariette a pas beaucoup, on lui donne pas beaucoup de subventions, donc il va l'aménager avec les moyens qu'on lui donne et qu'il a. Donc, il installe, c'est une vieille bâtisse abandonnée. Donc, mais ce qui est bien, c'est que c'est au bord du Nil, donc ça facilite
le transport des antiquités, surtout quand il y a des sarcophages et des statues extrêmement lourdes. Ensuite, il fait replâtrer les murs, il décore lui-même avec des fresques dans le style égyptien, et il prépare 4 grandes salles d'exposition qu'il estime provisoires parce qu'il garde à l'esprit un plan d'aménagement pour un futur musée beaucoup plus vaste, beaucoup plus moderne, mais malheureusement qui ne verra pas de son vivant. Donc voilà comment est aménagé le musée de l'époque. Donc c'est un peu un bric-à-brac, on range les objets en fonction de leur provenance et aussi de ce qu'ils sont. Donc là, ce sont des sarcophages. Là, on voit encore des cuves, des sarcophages un peu partout. Là, c'est une salle qui est un petit peu mieux aménagée. Et donc, les vitrines dont il va se servir, ce sont les vitrines qui ont servi en Angleterre pour l'exposition universelle. Donc, ça constitue le gros du mobilier du musée de Boulac. Donc voilà encore tous ces objets qui sont accumulés. Là, les sarcophages avec les momies. Je suis désolée, les photos sont pas inoubliables, mais on trouve quand même pas beaucoup d'images sur ce petit musée, malheureusement. Donc là, vous avez encore une salle qui est où on voit ce personnage absolument merveilleux en bois, qui est le Cheikh El Beled, qui évidemment est au musée du Caire, enfin dans l'autre musée, mais qui est un personnage qui a été trouvé par Auguste Mariette à Saqqara, et qui est vraiment un objet, une statue, enfin emblématique. Et voilà. Alors là, on arrive à la salle des momies, enfin ce qui s'est passé, la représentation de ce qui s'est passé en 1886 exactement. Alors, pour refaire un petit peu l'histoire de la momie de Ramsès II, donc elle avait disparu depuis très très longtemps de sa tombe et de son sarcophage. Et en 1871, elle est retrouvée avec un ensemble d'autres momies royales par les frères Abdel Rassoul dans une fameuse cachette qu'on appelle la cachette des momies royales dans le village de Gourna, qui est en face de Luxor. Donc le pharaon est mort vers 1213 et avant Jésus-Christ bien sûr, mais il sera identifié seulement une dizaine d'années plus tard par le service des antiquités. Donc on ne sait pas tout de suite que c'est Ramsès II. Alors les momies trouvées sont évidemment rapatriées au musée de Boulac où elles sont conservées. Et c'est là que le 1er juin 1886, en présence du successeur d'Ismaël Pacha, donc c'est Tawfik Pacha, le nouveau khedive d'Égypte, et de nombreuses personnalités, comme vous pouvez voir, dont Gaston Maspero, qui a pris la succession de Mariette, qui a disparu en 1881. Et donc, ils organisent le démaillotage public de la momie de Ramsès II. Alors, ce démaillotage est vite expédié parce que ça dure en tout et pour tout 15 minutes. Et donc, on imagine bien les dégâts irréversibles produits sur cette pauvre dépouille de Ramsès II. Alors, je vous parlerai tout à l'heure, un peu plus longuement, des momies royales et de toutes des péripéties de toutes ces momies au musée du Caire. Voilà, pour l'instant, je vais continuer sur le petit musée de Boulac. Donc, en 1878, il y a une crue absolument désastreuse qui noie presque entièrement le musée. Et là, mais par chance, les pièces maîtresses et quantité d'objets seront quand même sauvées. Donc l'endroit, bien qu'il soit agréable, s'avère rapidement souffrir de 2 grands maux. Donc c'est plutôt son éloignement du centre-ville, donc ce qui freine un peu les premiers touristes à venir jusqu'à Boulac. Et puis, et surtout, il s'agit de risques à la fois d'incendie et d'inondation, comme ça vient de se produire donc en 1878.
Donc, le responsable des Antiquités ne veut pas prendre le risque de gâcher, de laisser détruire cet immense patrimoine qui est visiblement pour eux, qui estiment qu'il est en danger. Mais Mariette donc n'aura ni le temps ni les moyens d'envisager un autre musée pour ses collections, puisqu'il meurt totalement épuisé le 18 janvier 1881. Donc à cet homme à qui elle doit tant, en fait, l'Égypte a offert des funérailles royales. Et la France obtient que Mariette Pacha, donc on lui a attribué le titre de Pacha, ne quitte jamais son musée. Et donc, quand le musée de la place Tahrir, dont on va parler maintenant, sera érigé, donc Mariette pourra y reposer dans un fastueux mausolée au fond du jardin, avec sa statue en bronze surveillant la bâtisse ocre rouge du nouveau musée. Donc, en attendant, dans l'urgence, puisque le musée, il n'y a pas de nouveau musée pour l'instant, dans l'urgence, en 1890, donc, on décide de transférer tous les objets dans un palais d'Ismaël Pacha à Gizeh, mais qui s'avère vite trop petit et inadapté évidemment pour l'exposition des œuvres, parce qu'il faut bien comprendre qu'au fil des années, plus il y a de fouilles, plus on amasse des œuvres et que ça constitue une collection de plus en plus gigantesque. Donc dès 1892, le nouveau directeur du service des antiquités, donc qui a succédé à Maspero, qui s'appelle Jacques de Morgan, propose au Conseil des ministres du gouvernement égyptien l'édification d'un nouveau bâtiment, mais qui n'est pas du tout accepté par le gouvernement égyptien, qui s'y oppose parce qu'il estime que ça coûte beaucoup trop cher. Donc, mais cette idée finalement va finir par aboutir quelques années plus tard. Donc, un concours international est organisé. Et sur les 73 projets proposés par des architectes internationaux, est retenu celui d'un Français, Marcel Dournion, pour l'élégance de son architecture. Donc, Marcel Bournoux est un ancien élève des Beaux-Arts de Paris et il propose un bâtiment avec une structure en béton armé, s'élevant sur 2 étages, dans un style néoclassique occidental, conjuguant harmonieusement des arcades, des dômes, des colonnes, des pilastres. Donc, voilà le fameux bâtiment qui est érigé donc au cœur du Caire. Donc très néoclassique. Et donc les deux colonnes qu'on voit là à l'entrée du bâtiment, en fait, sont un rappel avec une inscription latine aussi sur la façade, sont une manière de rappeler le rôle non négligeable des Grecs et des Romains dans l'histoire finale de la civilisation pharaonique. Et bon, on peut dire que c'est quand même un Français, une fois de plus, donc qui aura le privilège d'inscrire son nom dans l'égyptologie française, après Champollion, après Mariette, après Maspero. Lui est simplement architecte, mais il laisse son nom dans la construction de ce musée. Donc la première pierre est posée par le Khedive le 1er avril 1897, donc là on voit le musée encore en construction. Donc voilà une carte postale de la place Tahrir. Donc quand on la connaît aujourd'hui, on voit vraiment que ça n'a plus aucun rapport. Et donc la première pierre donc est posée le 1er avril 1897, mais les problèmes se succèdent les uns après les autres. Donc la construction est d'abord très compliquée, les plans s'avèrent difficiles à exécuter, des non-conformités relatives aux normes de sécurité sont soulevées, les coûts sont dépassés, enfin tout ça, ça pose d'énormes problèmes, et tout ça devient tellement insupportable au pauvre Dournion qu'il demande à être déchargé de la surveillance des travaux. Quoi qu'il en fût, le consul général tint à s'assurer que son nom figurerait sur la façade, de manière que l'œuvre garda son caractère français. Quant au coût total, il fut de 220 000 livres égyptiennes,
soit un dépassement de 47% du budget initial. Mais ça, on verra plus tard que c'est toujours comme dans les mêmes proportions que les budgets explosent. Donc Dournion s'en va, laisse le chantier en plan, et c'est un ingénieur anglais qui s'appelle Courtney Clifton qui va terminer les travaux. Le nouveau musée sera livré en septembre 1901 et les mois suivants donc seront consacrés à toutes les finitions. Et c'est en mars 1902 que débute véritablement le déménagement de Gizeh, donc du palais d'Ismaël Pacha, vers leur nouvelle résidence. Donc là, on demande à ce que cela se fasse rapidement, dans la mesure où les touristes affluent et qu'il faut impérativement mettre en place tout ce musée et ouvrir très très vite les portes. Donc chaque caisse qui est en Giza est répertoriée et sa destination est indiquée avec précision. L'aménagement est placé sous la responsabilité du directeur du service des antiquités. Le transfert se passe au mieux grâce au raccordement des deux musées par un chemin de fer et à l'installation dès leur arrivée par les gens du service des antiquités, donc des Français qui font l'aménagement intérieur du musée. Donc voilà, les salles le grand hall d'accueil avec ça c'est donc la façade avec les colonnes grecques et l'inscription latine en haut pour mettre à l'honneur quand même la fin de l'époque pharaonique avec les Grecs et les Romains. Alors voilà le musée égyptien comme on peut le voir depuis quand même pas mal d'années, complètement englouti dans la ville, entouré de toboggans, ne respirant plus et préservant quand même un petit jardin, maigre jardin, devant la façade, qui effectivement est mémorable avec cette très jolie couleur rose, vieux rose. Voilà encore le hall d'accueil de ce grand musée. Donc là, vous avez la salle donc avec le trésor de Toutankhamon, qui était une toute petite salle à peine respirable, mais qui enfermait tous les objets les plus précieux du trésor, les bijoux, les masques d'or et tout ça. Donc au fil des années, donc le musée est assez contesté. Moi, je me souviens qu'au début des années 80, quand j'étais encore étudiante, donc la première fois que je suis allée visiter ce musée, il était extrêmement poussiéreux, il était mal éclairé, les salles étaient totalement surchargées, au point qu'on ne faisait plus tellement la différence entre les œuvres majeures et tout le reste. Alors petit à petit, j'ai vu moi aussi au fil des années beaucoup d'améliorations. On a dépoussiéré, on a donné plus d'éclairage, on a supprimé beaucoup d'objets parce que vraiment il y en avait tellement ça faisait plus dépôt que musée. Donc il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites pour l'amélioration de ce musée, qui est resté un musée totalement fascinant et qui, dans son enveloppe gréco-romaine, abritait quand même la plus abondante collection au monde d'antiquités pharaoniques. Alors, il y avait quand même 160 000 objets d'exposés dans plus de 100 salles. On ne se rend pas compte, mais le musée était quand même gigantesque. Et la place Tahrir a accueilli plus de 100 millions de visiteurs au cours du XXe siècle. Donc, c'était totalement énorme. Malheureusement, lors des émeutes de la Révolution de janvier-février 2011, à Yaoua, qui était alors le grand Manitou du service des Antiquités, qui s'appelait plus d'ailleurs le service des Antiquités, mais ils avaient trouvé un autre nom, plus ronflant, n'avait pas jugé du tout indispensable, malgré tout ce qui se passait sur la place Tahrir, de fermer le musée. Donc, résultat, des pillages, des destructions d'œuvres d'art, et en particulier, dans les salles du trésor de Toutankhamon, il y a eu des objets qui ont disparu et qu'on n'a jamais revus. Mais en fait, depuis
longtemps déjà, en fait, le gouvernement égyptien réfléchissait à un édifice plus vaste et plus moderne pour exposer les plus de 100 000 objets qui se morfondent dans les réserves, dont une grande partie du trésor de Toutankhamon. Donc c'est comme ça qu'on arrive au musée contemporain. Mais avant, je voudrais vous raconter l'histoire assez rocambolesque des momies. Je suis désolée, j'ai pas vraiment de photos. Ah oui, ça c'est voilà, j'ai pris cette photo l'année dernière. C'était vous voyez les vieilles vitrines du musée de la place Tahrir qui se sont vidées. Ce merveilleux Anubis de la tombe de Toutankhamon qui était encore là et qui allait être déménagé. Donc le musée se vidait d'une façon presque dramatique. Ça faisait vraiment un effet étrange de voir toutes ces salles dépouillées de tout leur trésor. Voilà, donc mais je voulais revenir donc sur l'histoire des momies après avoir parlé un peu de celle de Ramsès. Et le problème des momies égyptiennes a souvent été un sujet de controverse entre égyptologues et les autorités. Et donc, malheureusement, à cause de toutes ces controverses, les momies vont subir bien des avatars. Lorsque le nouveau musée est inauguré à Place Tahrir en 1902, les momies royales sont exposées dans une salle du premier étage. Donc à l'époque, donc on a un tourniquet payant qui donne accès au public venant contempler l'étalage des défunts en train de se décomposer. Pourquoi ils se décomposent? Il y a une soixantaine de momies qui sommeillent à l'intérieur de vitrines sous une verrière où l'été, la température grimpe à 50 degrés. Et sans compter l'humidité du Nil, propice à toutes les dégradations. Et évidemment, ces momies, au fil du temps, se dégradent. Et malgré, le seul remède qu'on trouve à l'époque, c'est des aspersions d'antimite qu'on estime efficaces contre la protection des momies. Il y a Pierre Loti qui passe à ce moment-là et qui fait un bilan assez désastreux de ce qu'il découvre. Et donc je vous cite Pierre Loti qui écrit « Les orgueilleux pharaons sont là piteusement rangés et de vulgaires étiquettes de papier disent seuls leurs noms écrasants. Séti Ier, Ramsès II, Séti II, Ramsès III, etc. Mais c'est ici qu'elles vont achever bientôt leur retour à la poussière, différées comme par miracle pendant tant de siècles. Aujourd'hui, dépouillées de leurs bandelettes, elles ne dureront plus, et il faudrait se hâter de graver ces physionomies de 3 ou 4 000 ans qui vont s'évanouir, prédit donc Pierre Loti au début du XXe siècle. Alors, évidemment, les conditions de conservation ont radicalement changé depuis la fin du XIXe siècle. Mais le problème, c'est que les protections dont bénéficiaient les corps momifiés ont tous disparu, c'est-à-dire qu'on a enlevé toutes les bandelettes. Et sans pour autant que soient prévues des mesures destinées à pallier les conséquences qui découlent de ce dépouillement de bandeaux de lin qui était vraiment une protection extrêmement efficace dans lesquelles elles étaient toutes emmaillotées. Donc on arrive en 1922, c'est le roi Fouad donc qui règne sur l'Égypte. Et là, le roi Fouad juge tout à fait offensante pour la dignité royale l'exposition permanente des corps dénudés de ses glorieux prédécesseurs. Il ordonne à ce moment-là la construction d'un mausolée en granit rose pour accueillir dignement les illustres souverains d'Égypte. Mais à la mort de Fouad en 1936, les nationalistes s'approprient ce petit mausolée pour enterrer leur héros national qui est Saad Zaghloul. Et alors, que faire des momies?
Et donc les momies sont alors disposées pêle-mêle dans le salon du nouveau directeur des Antiquités, qui est en même temps le directeur du musée, qui est l'abbé Étienne Drioton. Et donc, l'abbé Drioton va vivre pendant quelques années, mais sans en être le moins du monde préoccupé, en bon entendement avec les momies royales. Donc, en attendant qu'elles soient réinstallées au musée, l'abbé continue tous les matins à dire sa messe devant les pharaons couchés à ses pieds. Et un demi-siècle plus tard, le président Sadat aura la même réaction et fera de nouveau fermer la salle des momies, et que le président Moubarak s'empressera de rouvrir. Voilà, tout ça fait que les années continuent à passer jusqu'au jour où, inquiétés par une odeur de plus en plus putride qui s'en dégage, donc les gardiens et les conservateurs du musée et le service des antiquités avertit la présidence, on est là sous l'ère de Moubarak. Non, Sadat, pardon. Et donc, on envoie le médecin de Madame Sadat, au chevet de ces pauvres momies royales, qui ne sait pas très bien quoi faire. Et malgré la dégradation annoncée, on n'alerte pas les autorités égyptiennes. On estime que bon, ça n'a pas vraiment... Enfin, comme beaucoup de choses en Égypte, hein, c'est-à-dire qu'on en prend vaguement conscience, on se dit, bon, on va faire quelque chose, mais on compte toujours sur quelqu'un d'autre pour prendre la responsabilité de faire la chose en question. Et c'est de nouveau un Français qui va sauver ces pauvres momies. C'est un médecin français qui s'appelle le docteur Maurice Bucaille. Et il arrive en Égypte en 1974 pour étudier très particulièrement une momie qui s'appelle la momie d'un pharaon qui s'appelle Minepta, qui est le successeur, fils et successeur de Ramsès II, et qui serait considéré comme le pharaon de l'Exode. Donc Maurice Bucaille reçoit du président Sadat l'autorisation de faire les investigations sur plusieurs momies, dont celle de Ramsès II, et sur laquelle il se rend compte que les dommages sont les plus étendus et les plus graves. Donc dégarnie de la quasi-totalité de ses bandelettes depuis 90 ans, elle a subi des accidents mécaniques, des attaques biologiques, en fait elle est dans un piteux état. Et donc le rapport est rendu public, et le rapport de Bucaille donc est rendu public et soumis au président Sadat, qui prend enfin conscience de l'ampleur des dommages. Et c'est là qu'intervient une grande dame, Christiane Desroches-Noblecourt, qui est justement en train d'initier à Paris, après la grande expo Toutankhamon qu'elle a faite au Petit Palais en 1867, elle estime que maintenant il faut faire une grande expo sur ce roi grandiose qu'a été Ramsès II. Et donc elle est en train de préparer sa grande exposition qui aura lieu en 1976 au Grand Palais à Paris. Et elle l'avait dans la perspective de faire venir pour cette exposition la momie de Ramsès II. Ce qui a fait pousser des hurlements à tous les Égyptiens, en particulier aux autorités égyptiennes, en disant on ne laissera jamais notre pharaon sortir d'Égypte. Il n'en est absolument pas question d'aller l'exposer à l'étranger. Sauf qu'elle apprend par le docteur Bucaille, qui vient la voir au Louvre à son retour, que la momie de Ramsès II est dans un état pitoyable et qu'elle risque de disparaître à jamais. Et donc là, elle profite de sa renommée, elle profite de sa situation et du fait qu'elle est en train de préparer cette grande expo sur Ramsès II, et elle va voir le président Giscard d'Estaing en lui disant, écoutez, il faut impérativement que la France se positionne pour faire venir la momie de Ramsès II, mais pas pour l'exposer, mais pour la soigner, ce qui montrera à quel point la France a des services extraordinaires et que ça va être, encore une fois, une possibilité de montrer au monde ce que la France fait pour l'Égypte.
Donc ça va prendre un certain temps parce que le président Sadat, bien qu'il soit conscient de la perte éventuelle de cette prodigieuse momie, ne veut toujours pas la laisser sortir. Il a peur de se heurter aussi à sa population. Et de négociation en négociation, Sadat finit par donner son accord à la condition que eh bien, Ramsès II soit reçu en France comme un chef d'État. Donc la France est obligée évidemment de se plier à ce desiderata, et effectivement, Ramsès est bien préparé au Caire déjà, enveloppé dans son sarcophage, et puis et dans des protections évidemment. Il arrive au Bourget, il est réceptionné. Alors Giscard d'Estaing n'est pas là, mais il y aura la ministre Sonia Seité qui est là avec Christiane Desroches-Neublecourt. Il y a un orchestre qui va jouer au moment où le sarcophage sort de l'avion. Et on peut dire que Ramsès II donc, est le premier pharaon qui a eu la possibilité à la fois de prendre l'avion et d'avoir un passeport pour se déplacer à l'étranger, ce qui n'est pas rien. Et donc, il est soigné, ça prend plusieurs mois, et il repart donc en mai 77 pour réintégrer le musée du Caire, où là, on a aménagé une nouvelle salle tout à fait beaucoup plus déjà climatisée, où les touristes doivent payer un prix assez cher pour rentrer dans cette salle. Elles sont mises sous verre, enfin bon, elles sont beaucoup mieux préservées. On a compris qu'il fallait certaines conditions pour conserver le plus longtemps possible toutes ces momies. Mais depuis 2021, comme vous en avez peut-être entendu parler, donc en avril 2021, il y a eu en Égypte, au Caire, un défilé absolument grandiose organisé par Monsieur le Président Sisi pour emporter 22 momies royales vers le nouveau musée de la civilisation égyptienne, qui n'est pas le grand musée dont on va parler, mais qui est ce musée qui a été créé et qui relate toute l'histoire de la civilisation égyptienne pratiquement jusqu'à nos jours. Et les momies sont dans un sous-sol, incroyablement, on dirait un bunker. Tout est noir avec des éclairages très sophistiqués, et de salle en salle, donc on va d'une momie à l'autre. Voilà, c'est pas très joyeux, c'est pas forcément très passionnant, mais au moins elles sont là, enfin préservées pour, on l'espère, peut-être pas l'éternité, mais encore peut-être quelques siècles, si le monde n'a pas disparu d'ici là. Donc voilà, donc c'est un peu résumé, mais l'histoire de ces momies auxquelles je tenais, dont je voulais vous parler parce que sont vraiment partie de l'histoire aussi du musée égyptien, tout simplement. Alors on en arrive aujourd'hui à la... Ah oui, ça c'est... J'ai oublié de vous le montrer. C'est dans le jardin du musée égyptien de la place Tahrir, donc la statue d'Auguste Mariette sur son sarcophage. Donc Mariette Pacha est enterrée ici, et dans cet hémicycle là sont les bustes des plus grands égyptologues depuis Champollion. Donc la seule réflexion que je me suis faite la dernière fois que j'ai été regarder ça avec de beaucoup plus près, je me suis dit, il n'y a pas une seule femme, même Christiane Desroches-Neublecourt, qui a pourtant beaucoup fait, qui a sauvé les temples de Nubie, ne figure pas parmi les grandes figures de l'égyptologie. Donc j'ai posé la question au ministre à l'époque, qui était très ennuyé et qui a botté en touche. Voilà, donc pour l'instant,
il n'y a toujours pas un buste de femme qui représente l'histoire de l'égyptologie depuis Champollion. Donc voilà, on arrive à ce grand musée qui est un projet très ancien. Donc, comme je vous disais, ça faisait quand même longtemps que le gouvernement égyptien, avec les égyptologues, avec le service des antiquités, se disait que le musée de la place Tahrir était devenu trop petit, plus assez moderne, un peu désuet, mais ce qui faisait aussi tout à fait son charme. Et dans les années 90, il y avait un ministre de la Culture qui a régné pendant toute l'ère Moubarak, qui s'appelait Farouk Hosni, et qui un jour est très vexé par la réflexion d'un expert qui lui décrit le musée de la place Tahrir comme un vieil entrepôt, et tout ça devant le responsable des antiquités de l'époque, donc Zahi Hawass, et la première dame qui est Suzanne Moubarak. Donc les Égyptiens sont piqués au vif qu'on puisse traiter de vieil entrepôt le musée dont ils sont cependant extrêmement fiers. Donc le projet va mûrir pendant plus de 20 ans quand même, hein. Et puis l'emplacement est enfin choisi en périphérie du Caire, au pied du plateau de Gizeh, non loin des pyramides. Beaucoup disent beaucoup trop proche des pyramides, mais ça c'est encore un autre problème. Alors il y a un concours international qui est lancé, placé sous le patronage de l'UNESCO, pour la construction du bâtiment. 1557 propositions arrivent de 83 pays. Donc, il a fallu évidemment le temps de toutes les examiner, donc ça a pris encore quelques années. Et puis finalement, l'appel d'offres initié par l'Égypte est finalement remporté par le cabinet d'architecture Enengen Pang en juin 2003. Et toute la scénographie par le bureau d'exposition d'architecture de l'atelier Burkher en janvier 2016. Le coût initial prévu est de 550 millions de dollars. Et initialement, la date d'achèvement des travaux avait été fixée à 2013. Donc effectivement, il faut se dire qu'entre-temps, il y a eu quand même la révolution de 2011, ce qui a un peu retardé les travaux. Mais on est quand même 10 ans plus tard. Donc, la première pierre est posée le 4 février 2002. Première pierre d'un bâtiment d'une surface de 500 000 mètres carrés, donc qui est situé exactement à 3 kilomètres des pyramides de Gizeh, un peu en contrebas, afin de ne pas briser la vue sur les pyramides. Il a la forme d'un quadrilatère, comme vous pouvez le voir là sur ce plan. J'ai pas beaucoup de très bonnes photos de ce musée, puisque il n'y a pas encore vraiment eu la possibilité de faire des photos à l'intérieur, puisqu'il est toujours pas ouvert. Donc, ce quadrilatère est sans ligne parallèle. Et la logique générale de l'architecture repose sur la figure du triangle, évidemment que l'on retrouve sur les pyramides. Alors des jardins, il y aura 12 hectares de jardins aménagés avec des plantes endémiques comme des palmiers. La façade principale, alors là on voit bien, il est quasiment fini, donc on voit bien la forme du quadrilatère, l'entrée principale là. Et donc la façade principale que vous voyez là, qui est très très belle, elle s'étend, elle mesure 40 mètres de haut sur une longueur de 800 mètres, et elle fait au total 400 000 mètres carrés. Son revêtement est fait d'onyx, qui est une pierre qu'on trouve facilement en Égypte. Elle est complètement translucide pour laisser passer la lumière, une douce lumière à l'intérieur pendant la journée. Le toit est constitué de 10 000 mètres carrés de plaques qui sont posées sur des poutres d'acier
et une structure très solide qui est faite pour résister aux éventuels tremblements de terre. L'entrée principale du musée, voilà, qui est là, qu'on voit mieux peut-être après. Donc là, on voit effectivement l'esplanade d'arrivée et l'entrée principale toujours du musée. Toujours la façade donnant sur les jardins. Donc là, les éclairages de nuit, ça va être assez magique, hein, c'est évident. Et là, effectivement, donc on voit bien l'entrée principale qui ouvre derrière sur un atrium absolument fabuleux. Qui est constitué alors d'un treillis de triangles emboîtés qui font 1,20 m sur 60 cm, à l'image un peu des sarcophages. Donc les architectes ont voulu vraiment reprendre tous les symboles en fait de l'Égypte pharaonique, et puis donc décorer tout autour de 25 cartouches, enfin il n'y en a pas 25, il y en a beaucoup plus, mais qui reprennent les noms de 25 grands pharaons. Et chaque cartouche mesure là aussi 1,20 m sur 60 cm. Donc l'édifice étant tout composé de 3 étages, comporte un auditorium de 1000 places, un cinéma équipé de XMAR 3D, d'une médiathèque, d'une bibliothèque, il y aura 28 boutiques, il y aura une caserne de pompiers, des restaurants, un centre de recherche et un institut scientifique. Donc c'est vraiment un lieu, c'est pharaonique, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. C'est évidemment ce que voulaient le gouvernement égyptien. Donc ces espaces sont conçus pour recevoir 10 000 visiteurs par jour, donc ou à peu près 6 millions de visiteurs par an. Mais aussi, précise-t-il, les Égyptiens eux-mêmes, la population égyptienne qui commence progressivement, effectivement, c'est ce que j'ai remarqué en Égypte. Au début où j'allais en Égypte, il n'y avait pas vraiment d'Égyptiens sur les sites, et j'ai trouvé que ces dernières années, il y avait beaucoup plus d'Égyptiens qui s'intéressaient à ce patrimoine qu'ils ont pendant très très longtemps considéré comme n'étant pas le leur, puisqu'ils sont musulmans et que pour beaucoup l'histoire ne commence qu'à l'époque de l'Hégire. Donc ce qui explique aussi que pendant des décennies, si ce n'est des siècles, le patrimoine pharaonique n'a pas été préservé, était dilapidé, était vendu, voilà, et qu'il y a des dizaines de temples et de monuments qui ont disparu. Donc, avant que les Français, avant la création du service des Antiquités et la prise de conscience de la valeur de ce patrimoine exceptionnel. Donc ce hall, voilà, alors qu'on peut voir encore ici en travaux. Alors là, vous avez, pour accueillir donc les visiteurs, les millions de visiteurs, la statue de Ramsès II, qui fait 11 mètres de haut, qui pèse 86 tonnes et qui, depuis 1954, était au cœur du Caire, devant la gare du Caire, au milieu de la pollution, du trafic, voilà. Donc elle a été très très consciencieusement nettoyée, dépolluée, briquée pour être mise enfin protégée et bien en valeur dans l'entrée, le hall d'accueil de ce musée. Et cette statue provient des fouilles de Memphis, donc Memphis ayant été la toute première capitale d'Égypte, près de Saqqara. Et cette statue avait eu la chance d'être préservée parce qu'elle était tellement monumentale, et évidemment vu son poids, que même tous ceux qui avaient fait des fouilles sauvages n'avaient pas
ne l'avait pas emporté, l'avait laissé sur place. Donc Champollion, quand il fait son grand voyage en Égypte, fait un grand descriptif de cette très très belle statue, et que lui et ses compagnons ne pourront pas non plus emporter, à moins de la mettre en morceaux et de la découper en petits morceaux pour la reconstituer en France. Mais il en était hors de question. Donc voilà, donc cette statue, après bien des siècles, est remise à l'honneur, et on peut vraiment l'admirer parce que c'est vraiment une œuvre tout à fait exceptionnelle. Donc, je disais donc il y aura 3 étages, donc un escalier monumental, donc avec une exposition de statues chronologiques, donc de statues pharaoniques, de pharaons qui va se déployer jusqu'en haut de l'escalier qui amène aux différentes salles, et tout en haut du grand escalier, donc une gigantesque baie vitrée qui donne sur les 3 pyramides de Gizeh. Donc voilà, un des grands objectifs de ce musée, évidemment, c'était de sortir des réserves, grande partie des 100 000 objets qui dormaient depuis des décennies, et surtout un des objectifs majeurs était d'exposer l'ensemble du trésor de Toutankhamon, qui n'a jamais été exposé, parce que il y a 5398 objets qui ont été sortis, extraits de l'hypogée de Toutankhamon. Donc ça va des sandales au Naos, des statues au mobilier, des bijoux aux instruments de musique, des chars, des sarcophages, des vases en albâtre, enfin tout ça sera visible et exposé. Et ça c'est vraiment extraordinaire de pouvoir enfin accéder à tout ce que Howard Carter a découvert dans cette fameuse tombe. Donc, vider Tahrir, c'est aussi, alors évidemment, c'est pour approvisionner en antiquité ce grand musée, mais aussi approvisionner les nouveaux musées régionaux que le président Sisi a voulu ouvrir un peu partout en Égypte. Alors c'est peut-être une des choses qu'on peut noter de très positive, c'est que effectivement dans chaque ville un peu importante d'Égypte aujourd'hui, le gouvernement a voulu ouvrir des musées pour former les jeunes Égyptiens à leur culture, et faire comprendre que pour sortir de l'intégrisme, pour sortir de conflits internes, il fallait une jeunesse qui soit éduquée, qui soit cultivée, et donc c'est une des démarches voulues par le président Sisi. Et donc beaucoup d'objets de la place Tahrir ont commencé à être dispatchés dans différents musées un peu partout, et aussi dans ce grand musée national donc de la civilisation égyptienne qu'on appelle le Ménec, et qui lui est au Caire. Donc de toute cette histoire, on peut se demander maintenant qu'est-ce que va devenir ce grand musée de la place Tahrir. Alors en fait voilà, je voulais encore vous montrer une très mauvaise photo, enfin plutôt un dessin du hall assez vertigineux. Là, voilà, là ils sont aussi extrêmement fiers d'avoir créé un laboratoire où
où le monde entier pourra venir pour restaurer des objets, pas seulement des objets égyptiens, mais un laboratoire extrêmement sophistiqué avec toutes les techniques contemporaines, ultra contemporaines de restauration. Il y a aussi cette extraordinaire barque, donc qui a 4600 ans, qui a été trouvée donc en 1954 au pied de la pyramide de Khéops. Donc c'est la barque supposée de la barque solaire de Khéops, qui a été retrouvée dans cet état tout à fait miraculeux, qui est grandeur nature. Et cette barque aussi va trouver sa place dans le grand musée égyptien. Et évidemment, voilà, comme je le disais, Anubis va pouvoir aussi, je pense qu'aujourd'hui, il a rejoint déjà les collections du GEM et qu'il a quitté la place Tahrir. Donc, alors oui, que va devenir ce musée de la place Tahrir? Ça, c'est aussi une question que beaucoup se sont posées, et les Égyptiens, évidemment, les premiers. Alors, si la place Tahrir a perdu ses principales pièces maîtresses, le musée n'a pas été complètement dépouillé. Il y a encore des très très belles pièces qui vont demeurer, comme une grande statue en diorite de Képhren, une statue de Khéops, le couple Rahotep et Nefret. Je suis désolée, j'ai pas mis la photo. Donc la magnifique chapelle avec la base de Toutmoses III qui vient de Der el-Bahari, une grande tête d'Hatshepsut, voilà un groupe colossal de la statuaire d'Amenophis III et de Larenti. Donc voilà, en fait, tout ça va rester quand même à Tahrir. Et le 13 janvier 2019, le ministre égyptien des Antiquités, qui était à l'époque Khaled El-Enani, un monsieur vraiment très bien, qui avait fait des études d'égyptologie en France. Donc il avait annoncé que le ministère avait reçu une subvention de 3 millions d'euros, en partie pour la restauration et le développement du musée égyptien de la place Tahrir. Et donc les travaux sont en cours. Donc c'est un projet de transformation, une sorte de renaissance pour la place Tahrir, qui s'inscrit aussi avec le concours de l'Union européenne et qui vise en particulier à une amélioration de la muséographie. Donc on dit qu'il sera consacré en partie donc à l'historique de l'art égyptien, à l'histoire de son évolution à travers les siècles, et à l'histoire de l'archéologie, et en même temps à l'histoire du musée lui-même. Donc on peut espérer que ce lieu emblématique, chargé d'histoire, et qui engendre la nostalgie de beaucoup, conservera son fabuleux charme et continuera à être un merveilleux écrin pour encore, malgré tout, beaucoup de chefs-d'œuvre qui seront encore. Donc il ne faut pas, si vous allez pour la première fois en Égypte, ne vous détournez pas du musée de la place Tahrir, surtout que pour l'instant le GEM, le grand musée égyptien, n'est pas encore ouvert. Alors voilà, in fine, le gouvernement égyptien a investi plus d'1 milliard de dollars pour la construction et l'aménagement de ce fameux musée, donc comme le musée de la place Tahrir. Donc les coûts ont été multipliés par 2. Alors l'inauguration de cet immense complexe donc a été à de nombreuses fois reportée. On disait qu'il devait être prévu entre octobre et la fin de cette année, mais avec la guerre qui vient d'éclater samedi à Gaza, il semblerait peut-être peu probable que le président Sisi
envisage à ce moment-là de lancer l'inauguration qu'il veut extrêmement fastueuse de son nouveau musée, surtout qu'il veut recevoir tous les grands de ce monde, donc pour une inauguration magistrale et inoubliable. D'autant aussi qu'il attend pour cette cérémonie grandiose que tous les hôtels, donc il a donné des autorisations à tous les grands groupes internationaux d'hôtellerie, de pouvoir construire au pied des pyramides de Gizeh, ce qui avait toujours été totalement interdit. Moi, je l'ai vu l'année dernière et c'est assez effrayant. Donc, tous ces hôtels 5 étoiles qui sont en construction au pied des pyramides et dans lesquels le général président Sisi souhaite accueillir ses hôtes de marque. Ainsi que l'hôtel Mena House, l'emblématique Mena House, qui a plus de 100 ans bien sûr, et qui était le seul hôtel au pied des pyramides, lui aussi est en pleine restructuration, restauration, modernisation. Donc voilà, mais ce qui fait que le monde, depuis des années, le monde trépigne, tout le monde attend cette inauguration, et il faut bien comprendre que personne ne pourra rentrer, particulièrement les médias, tant que Monsieur Sisi ne l'aura pas décrété et tant qu'il ne l'aura pas fait lui-même en premier. Donc voilà. Donc en tout cas, placé en fait sous le patronage de l'UNESCO, ce musée sera non seulement le plus beau musée d'Égypte, mais l'un des plus grands, l'un des plus beaux musées au monde. Plus de 100 000 objets seront exposés dans ce somptueux bâtiment en albâtre, tout au long des 80 000 mètres carrés de galeries d'exposition. Voilà. Donc, que dire de plus sur ce musée, bien que moi j'attends comme tout le monde et comme vous, j'imagine, de pouvoir un jour mettre un pied à l'intérieur, en espérant que ça ne devienne pas un grand n'importe quoi, parce que quand on lit que 28 boutiques sont déjà prévues avec de nombreux restaurants, que ça fasse pas trop galerie marchande et que ça reste quand même un endroit qui se tienne et qui soit accueillant et pas seulement fait pour le tourisme de masse. C'est tout ce qu'on peut souhaiter. Voilà, je vous remercie beaucoup et je suis prête à répondre à toutes vos questions. Alors, j'ai lu que le nouveau musée ouvrira, si tout va bien, fin 2025. Oui, c'est possible aussi. Quelle déception que le plateau de Gizeh se transforme en Disneyland. Vous avez bien raison, je suis d'accord avec vous. Merci à cette dame. Merci pour cette conférence intéressante. Merci. 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 Je suis très touchée par tous ces merci. Attente d'ouverture en 2026. Ben oui, pourquoi pas. Ok. Mais je vois pas beaucoup de questions. Le suspense reste entier. Quant à la date d'ouverture, oui, le suspense reste tout à fait entier. Quel est le rôle de la communauté copte dans cette politique patrimoniale? Ah, très bonne question. Donc, le quartier copte a été à la fois endommagé et restauré, comme le font souvent les Égyptiens, c'est-à-dire qu'ils ne se privent pas non plus d'endommager les sites pour accueillir du tourisme de masse. Et ça, c'est toujours le grand drame en Égypte.
quand on voit ce qu'ils ont fait à l'entrée de la Vallée des Rois. Enfin, moi, j'ai découvert ça l'année dernière, mais j'ai failli m'écrouler. Un bâtiment qui est presque une un immeuble pour canaliser le flot des touristes à l'entrée de la Vallée des Rois. Donc c'est avec des tourniquets, enfin voilà, enfin, bien sûr, quand on n'a pas connu autre chose, on n'est pas forcément choqué. Mais quand on a connu, moi, un petit chemin de terre pour arriver jusqu'à la Vallée des Rois, bon, c'était il y a effectivement très très longtemps, mais c'était vraiment, voilà, c'était encore magique, quoi. Je ne dis pas que la Vallée des Rois n'est pas magique, hein, et qu'effectivement il a fallu l'aménager pour faciliter l'accès des temps aux touristes, mais parfois on en fait un peu trop. Donc, je suis d'accord avec vous pour l'arrivée des voiturettes pour la visite de la Vallée des Rois. Quel dommage, oui, ça, c'est sûr. Est-ce que les Français sont toujours sollicités dans la restauration et l'installation des collections pour le GEM? Vous savez, les Français sont de moins en moins sollicités depuis que, en fait, ce monsieur Zahi Hawass est arrivé durant l'ère Moubarak à la tête du service des antiquités. Il est devenu le plus intransigeant qui soit avec toutes les délégations étrangères qui fouillent. Donc il a voulu, ce qui n'est pas, ce qui est compréhensible aussi, donner le pouvoir égyptologique, de l'égyptologie aux Égyptiens eux-mêmes, mais en vraiment se mettant à dos les fouilleurs étrangers et français aussi. Donc, bien sûr, les Français ont fait tant, enfin depuis Bonaparte, on remonte à Bonaparte, Champollion, Mariette qui a créé le service d'antiquité, le musée, et jusqu'à l'époque, jusqu'à l'arrivée de Nasser au pouvoir, c'était encore et toujours des Français qui était à la tête du service des antiquités, à la tête du musée égyptien, et donc qui avait un peu le monopole des fouilles sur beaucoup de sites. Et donc ça a été très, pendant longtemps, ça a été quand même assez mal perçu par beaucoup d'Égyptiens, cette prédominance française en Égypte. Il y a eu effectivement des Roche-Noblecourt avec le sauvetage bon, elle n'était pas toute seule, évidemment, c'est l'UNESCO, il y a 50 nations, mais c'est quand même elle qui a initié le sauvetage des temples de Nubie. Donc encore une Française avec Malraux qui a beaucoup appuyé. Et si vous voulez, c'est vraiment... Aujourd'hui, l'impact de la France est beaucoup moindre. Et là, comme je vous ai cité, donc pour l'instant, on voit pas le seul nom d'un Français dans tout l'aménagement de nouveaux musées égyptiens. Il y en a peut-être, hein, mais j'ai aucune certitude là-dessus. Mais enfin, en tout cas, dans les les personnages principaux qui ont œuvré pour ce musée, d'après ce que je sais, il n'y a pas vraiment de Français. Voilà. J'ai vu le GEM des pyramides et le musée est quand même assez éloigné, je trouve. Ouais, mais enfin, quand il y aura tous les bus et voilà. Et ouais, vous avez raison, cette colossale architecture tue la grandeur des statues. Ouais. Bon, pour la Vallée des Rois, mais on peut visiter la tombe de Néfertari. Et c'est extraordinaire. Oui, bien sûr, c'est extraordinaire de pouvoir visiter la tombe de Néfertari, qui est la plus belle de toutes les tombes, qui est totalement sublime. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais quand on arrive à la Vallée des Reines, elle n'est pas encore tout défigurée. En fait, on arrive, c'est encore, vous n'avez pas des bâtiments partout pour accueillir des milliers de touristes. D'abord, à part pour visiter la tombe de Néfertari, il n'y a pas beaucoup de monde qui va dans la Vallée des Reines, par rapport à la Vallée des Rois, évidemment. Bon, ce qui est
ce qui est le point positif, parce qu'il y en a quand même, c'est qu'aujourd'hui, quand vous voulez aller dans la vallée des Rois, vous achetez, toutes les tombes ne sont pas accessibles, et donc vous pouvez visiter une ou deux ou trois maximum tombes. Donc, ce qui fait que ils essayent quand même de faire attention à ce qu'il n'y ait pas des milliers de gens tous les jours qui rentrent dans toutes les tombes. Donc il y a des tombes qui sont où vous devez payer beaucoup plus cher. Bon, la tombe de Néfertari, effectivement, vous devez payer beaucoup plus cher pour pouvoir y accéder, mais ce qui est assez normal. Comme la magnifique tombe de Séti Ier. Voilà. Donc, est-ce que le Louvre organise toujours des campagnes annuelles de recherche archéologique? Oui, bien sûr. Le Louvre, ces dernières années, a ouvert le chantier de Mariette au Sérapéum de Memphis, au pied à Saqqara. Donc, parce que la fouille avait été arrêtée, en fait, le Sérapéum était fermé, on n'en faisait plus rien, donc les Français, le Louvre, a rouvert cette fouille depuis plusieurs années, oui. Oui, Monsieur Hawass ne supporte plus l'aide des Français, oui, c'est vrai. C'est pour cette conférence, ok. Les Coptes se sentent-ils plus proches de ce patrimoine que les musulmans? Sans doute. Sans doute. De toute façon, déjà la langue copte par elle-même est un dérivé de la langue égyptienne ancienne, donc c'est par le copte, par le biais du copte, que Champollion a trouvé la clé du système, en partie a trouvé la clé du système hiéroglyphique. Il avait compris à quel point les deux langues, enfin l'égyptien ancien, à quel point le copte renfermait l'égyptien ancien, et c'est grâce au copte qu'il a réussi à trouver la clé intégrale du système. Ouais. Donc sans doute les Coptes doivent se sentir beaucoup plus proches du patrimoine pharaonique que les musulmans. En mars 2022, presque personne en Égypte. Ouais. Les Coptes sont un peu proches. Alors, je cherche vos questions. Patricia, vous avez raison de vous en inquiéter. Je partage vos réserves. C'est que l'architecture, toute la grandeur des sculptures égyptiennes, oui. Comme les grands hôtels vont tuer la grandeur des pyramides, ça, c'est évident. Est-ce que les Français sont toujours sollicités? Donc, j'ai répondu. Merci pour cette présentation très intéressante. Ok. J'ai fait que lire un texte. Non, je n'ai pas fait que lire un texte. Je suis désolée, mais j'ai pas. Je suis pas du tout d'accord. Oui, j'ai lu des notes, mais j'ai pas lu un texte. Merci pour cette conférence. Claudine, merci beaucoup pour cette conférence, c'était très intéressant. J'ai passé un très bon moment et je pense que nos clients aussi. Si vous avez fait le tour des questions, je pense qu'on peut peut-être s'arrêter là. Vous aurez accès au replay, messieurs, dames. Et puis voilà, je vous souhaite une très bonne journée et puis à bientôt. Merci en tout cas, merci beaucoup à vous et à bientôt. Au revoir, à bientôt. Au revoir.